Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Niça. Les semaines, les matchs s'enchaînent, les victoires aussi pour l'OGC Nice, une nouvelle victoire dans un derby, encore une fois, 3-0 pour Nice sur le terrain du Louis II en terre monégasque, un peu à domicile quand même pour les Rouges et Noirs, exceptionnellement en violet et orange avec ce magnifique maillot fern, mais on ne leur en tiendra pas rigueur après une telle victoire sur le terrain, en tribune, dans les têtes, partout. 3-0, l'esprit de Victor Agali habitait Terem Mofi, son compatriote nigérian. Bref, plein de bonnes choses à dire là à chaud pour une fois, notre émission qui s'enregistre une vingtaine de minutes après le coup d'envoi, donc forcément on a encore bien l'adrénaline, la dopamine, tout ça qui font leur effet. On va parler de tout ça, on va parler un peu de terrain, on va essayer d'analyser ce qu'on a vu, ce qu'on a pris beaucoup de plaisir à voir ce dimanche soir. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Jérémy tout d'abord. Salut Jérémy, comment ça va ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, comment ça ne pourrait pas aller après cette belle victoire. On se souviendra du coup de ce maillot Ferd pour un match quand même, c'est déjà pas mal. Il aura vraiment servi à ça. Voilà, il aura servi à ça. Mais en tout cas, très content de débriefer avec vous ce soir. Ouais, on va peut-être arrêter de poser cette question, ça va. Proposez-moi une nouvelle question que je pourrais poser en début d'émission, parce que c'est vrai que là, depuis 2 mois, ça n'a plus vraiment lieu d'être. Il est également avec nous, c'est Alric. Salut Alric. Quoi de neuf, du coup, tentons ça. Salut Sky, salut Jérémy, salut à tous. Écoute, tout va bien, c'est le plaisir total. Un très bon match, une très belle victoire chez le voisin. Je pense qu'aujourd'hui, on devient la meilleure équipe de ce début d'année avec cette nouvelle victoire. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai tweeté avec grand plaisir. Et donc, j'ai grand plaisir de débriefer ça avec vous. Alors l'OGC Nice du coup qui fait la bonne affaire aussi quand même au classement, hein, qui se remet à une belle 7e place, à porter des places européennes. Donc bon, la saison est encore longue, mais il fallait vraiment faire ça, notamment profiter de la défaite de Lorient. Mais ce qui est plus impressionnant, encore une fois, peut-être au-delà du classement, du nombre de points et de cette dynamique d'invincibilité sous la mandature de Didier Diarra, c'est encore ce score, 3-0, hein, une fessée sèche sur le terrain du Louis II, première victoire depuis 2014 et le coup franc de mon doudou Carlos Eduardo à l'époque. Mais voilà, encore une démonstration. On va pas dire qu'on n'a jamais tremblé, hein. Les Monégasques, qui étaient quand même en position en tout cas de prendre la 2e place du championnat, sont également une équipe en forme du moment. Mais là, sur le terrain, il y a vraiment eu à aucun moment le doute sur le scénario du match qui pouvait se renverser. C'était peut-être même encore plus impressionnant que face à Marseille, messieurs, avant de rentrer dans performance collective individuelle. L'impression générale sur ce match, la première période a été vraiment ultra accomplie, et en deuxième période, petit temps fort monégasque, mais globalement une gestion de maître de la part des Aiglons. Ouais, tu as tout dit, hein. C'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup plu, surtout dans ce match, c'est alors au-delà de notre super efficacité en première mi-temps et le fait qu'on était très serein. J'ai beaucoup aimé la seconde mi-temps, où honnêtement même on aurait même pu mettre 1 ou 2 buts, surtout à la fin. Mais j'ai énormément aimé la gestion de ce premier temps fort, on va dire, monégasque au départ. Moi, ma seule crainte, c'était qu'on prenne un but assez tôt dans le match, assez tôt dans la seconde mi-temps. Comme à Marseille, hein. Même si on avait un but de plus, mais on voulait pas se faire la même frayeur qu'au Vélodrome. C'était se dire, il faut pas remettre Monaco dans le match. On a très très bien géré. En fait, on a vu qu'au fil de la seconde mi-temps, on a vraiment pris le dessus, et on a vraiment, on a fait ce qu'on voulait, hein, parce qu'on a vraiment très très bien géré la fin de match. Sur la fin de match, on a eu trois occasions vraiment très franches. Ce qui est bien depuis quand même les 8 matchs de Didier Digard, c'est qu'on respecte quelque chose qui est très important dans le foot, c'est qu'on est très costaud défensivement avant le reste. Et franchement, on a une défense et un milieu défensif, on va dire, qui sont exceptionnels. Ce soir, franchement, on a vraiment eu une prestation, je trouve, encore plus aboutie que contre Lens et contre Marseille. On était très serein. Je crois qu'il y a eu une seule vraie occasion au monégasque, c'est le tir de Caio Henrique à la 80e, il me semble. Sinon, on n'a jamais été en danger. À chaque fois qu'il y avait un joueur monégasque comme Ben Yedder ou Golovin, qui n'ont pas marqué cette fois. La prise à 3 sur Ben Yedder en fin de rencontre, là. Je pensais à ça, c'est à chaque fois qu'il y avait un joueur qui était un monégasque dans la surface, il y avait 2-3 de nos joueurs qui étaient dessus. C'était vraiment, on veut pas prendre de but. C'était vraiment des guerriers. C'était vraiment le match dont on rêvait tous, je pense. Et encore, on y reviendra après, mais vraiment un match incroyable de notre défense déjà dans un premier temps, et après un très bon match aussi du reste de l'équipe. Avant de demander à Alric sa première impression, puisque tu cites la défense et Marseille et Lens,
l'OGC Nice est deuxième défense du championnat désormais. Alors un but devant Marseille, troisième, sachant qu'en plus il joue ce soir le Classico face à Paris. Au moment où on enregistre, on n'a pas encore l'information sur le score. Et il y a juste Lens, avec un but encaissé de moins que nous, qui est la meilleure défense du championnat. Donc là, c'est un titre honorifique, mais sauf blessure ou catastrophe, au rythme où va notre équipe actuellement, avec les adversaires qui restent au calendrier et la forme olympique de Jean-Claire Todibo et de Dante, puis tout le bloc équipe généralement évidemment, on a du mal à imaginer que l'OGC Nice en fait ne termine pas dans les 2-3 meilleures défenses, voire même meilleure défense du championnat. Je pense que ça serait mérité, surtout que ça a été quand même une constante, même au moment où les choses se passaient moins bien en début de saison. Alric, je voudrais que tu rebondisses peut-être sur ce que disait Jérémy, un match où vraiment on a été concerné d'un bout à l'autre. Peut-être qu'on a bénéficié du match aussi en semaine des Monégasques qui les emmenaient un peu jusqu'au bout de la nuit avec une déception au bout, mais vraiment c'est ce qu'on répète semaine après semaine depuis la prise de pouvoir de Didier Digard. En fait, cet OGC Nice-là arrive à être concerné et concentré 90 minutes par match, même quand il y a eu ce petit temps fort monégasque en début de deuxième période. L'OGC Nice a été solide derrière, n'a jamais rompu, n'a jamais vraiment concédé d'occasion. On a harcelé le porteur du ballon à chaque fois, on s'est procuré quelques occasions de contre. Vraiment, c'est aussi par là que passe le renouveau de l'OGC Nice. C'est une concentration du début à la fin de chaque rencontre. Oui, c'est un petit peu la marque de... Alors, c'est un peu bête de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une empreinte d'Igard, une signature d'Igard sur son équipe. Le harcèlement sur le porteur du ballon, le pressing constant, la solidité sur tout le match, et surtout, parce que c'est ça qui nous faisait défaut dans cette première mi-temps, dans cette première partie de saison, pardon, c'est l'efficacité devant le but. Parce qu'on n'était pas la plus mauvaise défense du championnat, même sous Favre en début de saison. Par contre, on marquait quasiment jamais. Ce qui fait qu'on perdait les matchs par 1, voire 2 buts d'écart. Et là, avec Digard, non seulement on garde cette défense très très solide, mais surtout, on est fort devant le but. Et clairement, aujourd'hui, c'est ce qui marque aussi notre match contre Monaco. C'est parce que deux occasions de Terem Moffi très rapidement dans le match, ça fait 2 buts. Et je suis très content d'ailleurs pour lui parce qu'on y reviendra, mais voilà, il a fallu un petit peu de temps, mais il s'est réservé pour le derby et c'est la meilleure manière pour lui de rentrer de plein pied dans le club. Et voilà, moi j'aime beaucoup l'attitude des joueurs à l'image de leur entraîneur, et c'est ça qui me fait en tout cas extrêmement plaisir depuis qu'il est arrivé, et ça se voit de plus en plus match après match. Bon, vraiment, hein, on aurait du mal à sortir une mauvaise performance ces dernières semaines d'un joueur. Et là, aujourd'hui, ça va être dur de trouver une quelconque critique ou axe d'amélioration en cité. Bon, on va s'efforcer et je pense qu'on va quand même en trouver. Mais globalement, la copie est assez incroyable, rendue par l'OGC Nice, parce qu'encore une fois, marqué sur des contres, dès la première occasion quasiment, grâce à l'efficacité chirurgicale clinique de Terem Moffi, c'est une bonne chose et c'est une amélioration par rapport au début de saison. On se souvient des nombreux poteaux malheureusement heurtés par l'OGC Nice et notamment par Gaëtan Laborde. Mais en plus de ça, voilà, là l'avantage, c'est que, la grosse progression de cette équipe, c'est que aussi, dans les moments faibles, tu sens que jamais l'OGC Nice ne doute, que tu n'as jamais cette perte de concentration, cette perte de vitesse, cette perte de lucidité. T'as tout simplement une équipe qui est en confiance, et en même temps, comment elle pourrait ne pas l'être vu la série de résultats que connaissent les Aiglons en ce moment. Passons directement peut-être à la composition, à compo d'équipe. L'OGC Nice et Didier Digard avaient choisi de revenir à une défense à 3. Après, devant, ça s'articulait entre 2 et 3 en fonction de la possession du ballon, mais une défense à 3 avec Youssouf toujours un peu électron libre, libéraux à l'ancienne, qui venait apporter le liant et peut-être libérer un peu de certaines tâches défensives des joueurs comme Aaron Ramsey ou Kefren Turam. Mais bon, on reviendra sur ces deux joueurs juste après. À tout seigneur, tout honneur, commençons peut-être par Terem Moffi, du coup, qui est aligné en pointe aux côtés de Gaëtan Laborde, à la pointe du 11 de l'OGC Nice. 2 buts pour le Nigérian, quasiment héritier d'un autre Nigérian, Victor Agali,
19 ans après quand même. On commence un peu à vieillir, messieurs. On attendait ces premiers buts en Rouge et Or. Tu le disais, Alric, c'était peut-être le meilleur moment. Mais surtout, pour revenir sur les critiques qu'on a pu formuler, nous, d'autres qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux, la principale différence avec le match, notamment face à Reims, c'est que là, il a pu faire parler ses qualités de vitesse, il a pu profiter de ses qualités de jeu en profondeur, puisque du coup, Monaco jouait beaucoup plus haut que Reims. Et puis là, il a eu des ballons à négocier, contrairement au match face à Reims, où le pauvre, ça a dû être très très long pour lui. Et on s'aperçoit qu'on a un attaquant qui n'a pas besoin de tant de ballons que ça pour la mettre au fond. Et je vais peut-être commencer par Jérémy et ce premier but. Alors bien sûr, il y a une petite erreur, je pense, de marquage de Axel Disasi, pourtant international français. Hein. Mais après, le contrôle en bout de course avec le ballon qui lui arrive de derrière et la frappe enchaînée, c'est quand même la marque des plus grands. Ouais, ben, comme tu l'as dit, sur le premier but, enfin, plus généralement, déjà, moi, j'étais pas inquiet pour Terem Moffi, comme j'avais dit la semaine passée. On sait que c'est un très très bon attaquant. Je trouvais que c'était un petit peu rapide après 3 matchs de dire bon, il marque pas, qu'est-ce qu'il fait? Je trouve que bon. Disons que face à Reims, on était un peu inquiet plutôt. Pas de sa qualité à lui, mais de son intégration dans le collectif, ce qui est normal d'ailleurs pour un nouveau joueur qui arrive dans un nouveau club. Oui, voilà, mais il fallait que ça prenne un peu de temps. Et puis là, comme tu l'as dit, on a vu enfin un match où il pouvait un peu s'exprimer. Et bon, bah, il a eu les 2 premiers tirs qu'il a eu. On a très bien vu que c'est un joueur qui déjà va très vite, qui est très complet, qui se pose pas beaucoup de questions parce que les 2 frappes, il les a mis parfaitement où il fallait. Et ce qui est très impressionnant sur le premier but, quand je l'ai revu à la mi-temps, parce que sur le premier but en live, après moi je suis parti célébrer donc je l'ai pas vu, mais à la mi-temps ils ont remontré le premier but et en fait ce qui est impressionnant c'est qu'en fait il regarde le but au début de l'action et en fait il voit que Disasi fait une erreur et en fait à partir de ce moment-là il regarde même pas le ballon en fait au début, il contrôle directement pour se remettre dans la course et après il tire directement, il regarde plus le but je crois, donc c'est très impressionnant la rapidité avec laquelle il est allé dans les buts et il a marqué. Donc non, c'est vraiment parfait pour lui, parfait de mettre ce doublé et cette passe décisive aussi sur le 3e but, parce qu'il va arrêter justement de douter. Il a marqué, c'est fait, en plus dans un derby important, donc il est lancé. Et je pense que vraiment, en plus on a vu en seconde mi-temps, il a une super occasion aussi où il fait une frappe magnifique. Mais non, il est lancé. Et je pense que comme on le savait, on s'en doutait, il va nous faire énormément de bien parce que c'est un excellent joueur. Alric, on a vu dans cette rencontre peut-être un scénario, puis un bloc équipe en face plus haut, plus favorable à exploiter les qualités que Terem Moffi peut exploiter avec ses qualités plus tôt. Un peu la libération, c'était important pour la tête, pour voilà aussi l'ambiance dans notre communauté que déjà on gagne un derby, hein, tout simplement. On n'a peut-être pas beaucoup gagné à Monaco ces dernières années. On a perdu celui à la maison en plus cette saison comme contre Marseille. Ça fait du bien à tout le monde et là on a vu en fait comment exploiter un peu les qualités de Terem Moffi. Ce sera peut-être pas évident ou à revoir face à des équipes bloc bas, comme dirait notre cher producteur et ami Brice, mais face à des équipes peut-être un peu plus ambitieuses dans le jeu, et il en reste quelques-unes dans le calendrier de l'OGC Nice. On a vu tout ce que pouvait apporter un Terem Moffi par rapport à ses concurrents ou ses prédécesseurs au front de l'attaque de l'OGC Nice. Mais on avait déjà vu ce que pouvait apporter Terem Moffi sur les matchs précédents, mais sauf qu'il marquait pas de but. Et c'est ce qui cristallisait un petit peu les premières critiques qu'on avait vues naître. Parce que Terem Moffi, lorsqu'il a le ballon dans les pieds, en tout cas face à des blocs un peu plus bas, bah, il aspire 1, voire 2, voire 3 joueurs adverses. Le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à se mettre en coordination avec lui pour profiter des espaces que ça pouvait offrir, sa présence sur le terrain. Là, avec une défense monégasque beaucoup plus haut, mais surtout qui s'alignait très mal et qui se plantait totalement, en tout cas sur les 2 buts que marque Moffi, lui, on a vu quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, c'est la dernière corde à son arc, c'est le lancement en profondeur. Et ça, clairement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un attaquant à l'OGC Nice faire ça. C'était ce qui nous manquait, c'est pour ça qu'on l'avait pris, la vitesse, la puissance, la profondeur. Donc voilà, maintenant c'est fait pour un attaquant. Il faut savoir 80% du football, c'est dans la tête. Hein. Donc maintenant c'est fait, il a marqué 2 fois en plus, 2 buts identiques. Donc maintenant la machine est lancée, il n'y a plus qu'à voir comment ça peut se passer face à une équipe encore un peu plus basse, parce qu'il a d'autres qualités à faire valoir.
Ouais, notamment athlétique, hein, comme tu le disais. Puis bon, une certaine justesse technique également quand il fait la passe décisive sur le troisième but, hein, parce qu'il est 2 fois buteur, mais il est également passeur décisif pour le Ouais. magnifique but, la magnifique frappe de Kefren Turam, sur laquelle on reviendra quand on parlera du très très gros match du prince Kefren, du pharaon, comme on aime l'appeler. Alors, bien sûr, l'événement, et Jean-Claire Todibo le disait au micro de Prime Video, celui qui attire après à lui toute la gloire, c'est forcément le buteur, et surtout quand on en met deux ce soir comme Terem Moffi. Mais encore une fois, je voudrais insister sur le match très solide qu'ont fait tous les joueurs, hein, à leur niveau plus ou moins visible. Je vais me faire plaisir parce que je parlais de Prince. Il y en a peut-être un qu'on voit moins, mais qui a encore fait un match pour moi à 10 sur 10. Bon, je suis pas très objectif, alors donnons-lui 8,5 sur 10 peut-être, Jérémy. C'est Hicham Boudaoui qui a été partout au milieu de terrain à la récupération en première rampe de lancement, et qui a été tout aussi discret que d'habitude, mais tout aussi précieux. C'est vraiment un joueur qui, là, enfin replacé dans l'axe où on voulait le voir depuis des années, même si son intérim à droite a été aussi couronné de succès pour l'OGC Nice. Bah, là, on revoit le joueur qu'on voyait, on va dire, par pointillé lors de son arrivée à Nice, et là, il explose cette saison, il est vraiment étincelant. Ouais, quel match de sa part, hein. Et ça commence à se voir, parce que sur Amazon, plusieurs fois, le commentateur a dit est-ce qu'on se rend compte du match de Hicham Boudaoui dans l'entrejeu? Donc ça m'a fait plaisir, parce que j'ai dit c'est bien justement qu'on salue le travail des attaquants, mais c'est vrai que ceux qui font aussi le travail derrière, comme la défense, et par exemple aussi Hicham Boudaoui ce soir. Non, il a fait un match, vraiment un excellent match, beaucoup de facilité, tout le temps calme, serein devant la défense. Et il a mis dans le vent, à chaque fois que Monaco faisait un pressing haut, il mettait dans le vent tout le monde. Et sur la première mi-temps, ça a été très très important. Dans la seconde mi-temps, il a joué un peu plus haut, parce qu'en fait, on est repassé à 4 derrière avec Youssouf en sentinelle, donc il a joué un peu plus haut, on l'a vu dans un registre différent. Il a été aussi excellent, mais c'est vrai que sa première période, c'était vraiment un niveau exceptionnel, donc j'espère vraiment qu'il va réussir à garder ce niveau-là, et qu'il va pouvoir continuer à enchaîner, parce que je pense vraiment que ça devient vraiment un patron au milieu de terrain. Ils ont tous été très bons ce soir, mais lui, franchement, sort du lot sur ce match. De toute façon, sauf blessure, et on en parlera quand on abordera le sujet Aaron Ramsey, mais bon, la hiérarchie au milieu, elle est quand même assez claire, hein, pour le plus grand malheur d'un garçon comme Alexis Beka, mais bon, il y a vraiment rien à dire sur le milieu à 3, Ramsey, Boudaoui, Thuram. Tu as Youssouf qui peut jouer, voilà, à la fois en première période, un peu en piston, en libéraux, ou en numéro 6 comme en deuxième période, qui gratte un peu les miettes grâce à sa polyvalence. Rosario qui fait toujours son entrée pour mettre un peu tout le monde d'accord, et foutre quelques coups de pied en fin de rencontre, mais en fait, une fois que tu as ça, tu sais très bien que le prince de Béchar est intouchable, je pense, dans le 11 de Didier Digard. Et en plus de ça, déjà qu'on ne perd pas avec Didier Digard, on ne perd pas avant même l'arrivée de notre nouvel entraîneur avec Hicham Boudaoui. C'est un peu le talisman de cette équipe. Alric, sur Boudaoui, peut-être la seule chose qui lui manque, je repense à une action, je crois, en deuxième période, si je dis pas de bêtises. À la différence d'un Kefren Turam, par exemple, peut-être qu'il ose encore peut-être pas tenter sa chance dans les 20 derniers mètres, hein. Je me souviens d'une situation où il est en position de frappe notamment, et qu'il essaie encore de la remettre. C'est peut-être le dernier déclic mental qui lui manque pour vraiment exploser et rayonner dans cette équipe. Ouais, au début, je voyais pas trop l'action dont tu parlais, et puis finalement, oui, elle m'est apparue clairement devant les yeux. Oui, clairement, c'est peut-être ce qui lui manque, mais après, son éventail de de possibilités est tellement étoffé qu'on va pas lui reprocher ça. Moi, ce que je trouve remarquable, parce que j'ai fait partie des joueurs qui le considéraient comme étant un joueur bon, mais sans plus, c'est que là, en plus, il arrive à m'impressionner. Enfin, il a un abattage au milieu de terrain qui est fantastique. Et ce que je trouve plus globalement très intéressant depuis que Didier Digard a été mis en place avec son nouveau staff, il faut toujours rappeler le staff, c'est important, c'est que chaque joueur a son rôle, titulaire comme entrant, et que j'ai l'impression que tout le monde s'y conforme. Tu disais, Rosario, il rentre pour mettre tout le monde d'accord quand il faut. Ramsey, Boudaoui, Thuram, ça bouge pas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde est concerné. Tout le monde adhère au projet, quel que soit son rôle. Bah en tout cas, sans parler de projet, parce que c'est encore une notion très vague, hein. On a beaucoup critiqué ce mot quand il a été utilisé, donc on va pas commencer à Là, le projet n'est pas sur 3 ans, il est sur les 3 derniers mois de la saison déjà. On va surtout dire que tout le monde adhère au discours de Didier Digard et de son staff technique,
Et ça, c'est très important parce qu'on voit tout de suite la différence que ça crée entre un Favre qui avait perdu son vestiaire et un Digard qui, lui, l'a complètement récupéré et qui adhère. Parce que finalement, pas beaucoup de joueurs ont changé dans cette équipe. Mais par contre, toutes les capacités se sont décuplées et ont été dévoilées au grand jour. Donc c'est ça qui est très fort, c'est le discours. Comment tu amènes tes joueurs à se dépasser. Et pour ça, je tiens à tirer mon coup de chapeau à Digard et à son staff, parce que je faisais partie des personnes qui étaient un peu sceptiques au début quand il est arrivé. Aujourd'hui, difficile de pas rentrer dans le train Digard maintenant. Ouais, ce que Jordan Lotomba et Aaron Ramsey disaient, hein, on a pu lire les interviews, en tout cas données à la presse à l'occasion des conférences de presse d'avant-match et de tirage au sort de Conference League, hein, que vraiment ils étaient emballés par le discours très clair et très motivant de Didier Digard. On n'est pas dans le secret des dieux, mais bon, on a des yeux, a priori, on voit bien, même un joueur comme Khéphren Thuram, hein, qui surnageait un peu comme il pouvait sous la mandature de Lucien Favre, qui là a repris le plaisir de courir vers l'avant, d'enchaîner, de se projeter jusqu'à marquer ce magnifique troisième but. Rapidement sur Aaron Ramsey, on est en attente de davantage d'informations, ça tombera peut-être pendant l'émission ou sinon ce sera dans les prochains jours. Dommage de l'avoir vu sortir, mais au final, tu vois que cette équipe, même quand elle est touchée par l'absence de dernière minute ou en tout cas soudaine d'un joueur majeur de ces dernières semaines, tu arrives t'as l'impression que ça ne touche pas, ça n'entame pas sa confiance et que tu peux continuer à tourner à un très haut niveau. On espère quand même que pour Aaron Ramsey, ça ne sera pas très grave et qu'on puisse le revoir très très vite sur le terrain. Mais voilà, encore une fois, tu as l'impression que cette équipe est imperturbable et c'est vraiment... moi, ça me laisse perplexe. De bonheur, hein, bien entendu, mais perplexe quand même. Peut-être, voilà... parlons de Khéphren Thuram, parce que si on l'a déjà cité 4 ou 5 fois, c'est peut-être que c'est son tour de passer à la moulinette d'Avantinissa. Un but, on est très content, beaucoup de courses vers l'avant, cette combinaison avec Terem Moffi, vraiment le Khéphren Thuram qu'on aime, sous les yeux de son papa. D'ailleurs, on espère que ça va continuer. Il sort quand même de plusieurs bonnes prestations. Alors avec Khéphren, qui est un joueur que j'adore, hein, comme les auditeurs et les auditrices fidèles le savent, mais on attend de le voir peut-être sur plusieurs mois ou sur une saison pleine avant de vraiment s'enthousiasmer sur un futur destin international pour lui aussi. Mais là, en fait, on a l'impression que c'est vraiment la plaque tournante et que toutes ces émissions, tous ces mois où on a râlé en se disant il n'y a pas assez de liant entre le milieu de terrain et l'attaque pour pouvoir faire quelque chose, en fait c'était lui le facteur X qui là s'est enfin décidé à faire parler ses qualités et là encore débloque une grande partie du match, ou en tout cas influe une grande partie sur le collectif niçois, notamment en l'absence de Sofiane Diop qui n'est rentré qu'en fin de rencontre. Moi, ce que je note par rapport à Khéphren Thuram, c'est ce que lui avait dit Thierry Henry il n'y a pas très longtemps, à la sortie du match contre Marseille. Thierry Henry, qui a un lien privilégié avec Khéphren, il lui a dit: quand est-ce que tu marques? Parce que c'est vraiment ce qui lui manquait, pas que en termes de stats, mais aussi en termes de confiance, parce on revoyait ce que Khéphren savait faire depuis l'arrivée de Digard, mais il manquait quelque chose. Et là, ce geste qu'il tente quasiment sans contrôle, hein, même d'ailleurs complètement sans contrôle, entrée de surface, c'est le signe d'un joueur qui se retrouve et qui retrouve les sensations qu'il avait la saison dernière. D'ailleurs, petite note humoristique, dire que Khéphren Thuram, parfois il manquait un peu de liant. Si on le dit un peu vite, ça fait Lilian Thuram, vous avez compris, c'est magnifique. Mais non, c'est fantastique. Je suis content de le voir, de le voir comme ça. Des courses vers l'avant, des chevauchés, du jeu un peu direct. Voilà, je suis content. Il faut que ça continue comme ça, parce que ça reste un très jeune joueur. Mais voilà, c'est top de retrouver un Khéphren Thuram en pleine possession de ses moyens. Ouais, il avait été très bon contre Lens et Marseille, mais je trouve que ce soir c'est son meilleur match. Alors pas forcément que pour son but, mais parce que des fois au milieu de terrain, je trouvais qu'il y avait des phases dans les matchs où on le voyait pas assez, notamment à la récupération ou le fait de porter le ballon devant. Et là, on l'a vraiment vu omniprésent. Il a vraiment été là. Il était sur tous les ballons. En première mi-temps, il y a beaucoup de fois où justement, quand on était bas,
avec lui et Boudaoui nous permettaient vraiment de remonter le ballon assez haut. Il a refait ses courses qu'on apprécie tant, où en fait le ballon lui colle les pieds. Et en plus, voilà, il se paye le luxe de marquer un but magnifique. Où je note d'ailleurs qu'au début de l'action, ouais, oui c'est vrai, d'ailleurs c'est vrai. Mais au début de l'action, il y a une faute et du coup, bon, il est par terre, mais il se relève très très vite. Ce qu'il aurait sûrement pas fait il y a encore 2 ou 3 mois. Voilà, il va très très vite vers l'avant et du coup après il arrive avant le Monégasque, enfin sur la passe de Mofi, il arrive avant le joueur de Monaco, il met une frappe magnifique parce que franchement il faut la mettre quand même celle-là. Vraiment petit filet et tout, elle est très très belle. Donc non, il fait lui aussi comme tous les joueurs ce soir, il a fait un match exceptionnel et pour moi c'est vraiment son meilleur match cette saison pour l'instant, même s'il avait fait un très bon match contre Marseille, contre Lens, et que globalement ses prestations étaient quand même bien meilleures avec Didier Digard. Là ce soir il a vraiment fait un match taille patron. D'autres patrons, c'est bien entendu Dante et Jean-Claire Todibo, parce que je sais que Jérémy, tu vas me les sortir derrière les fagots en toute fin d'émission pour me dire on n'en a pas parlé, mais voilà, le match de Dante, passeur décisif sur le premier but de Terem Mofi, sa spéciale relance de 80 mètres qui arrive dans les pieds de l'attaquant. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, mais voilà, Dante et Todibo, comme on le disait, deuxième meilleure défense du championnat pour l'instant, et on espère bien qu'ils termineront première défense d'ici la fin de la saison. Un Jean-Claire Todibo serein, patron, jamais inquiété. Dante hyper propre dans la relance et dans les duels. Bon, Dante, c'est un peu tard peut-être pour réintégrer la sélection brésilienne, mais en tout cas, Jean-Claire Todibo, on l'a vu notamment dans un duel avec un adversaire potentiel, même si les choses ne se passent pas vraiment comme ça pour la sélection, et je parle d'Axel Disasi. Là, on a vu encore une fois, parce que non, ce n'est pas la culture de l'instant, Jean-Claire Todibo, on le sait depuis qu'il est arrivé à Nice, tout le potentiel qu'il a maintenant depuis 2 ans. Les masterclass après masterclass qu'il enchaîne cette saison, on a vraiment vu là très clairement que ce qui le séparait du niveau international, c'était peut-être davantage la couleur du maillot qu'il porte. Bon, la bonne volonté du sélectionneur. Voilà, plutôt la bonne volonté du sélectionneur. Oui, en plus la propagande, elle est lancée maintenant, elle est pleinement lancée même dans les médias, la propagande de Todibo en équipe de France, parce que il y a eu cette interview dans le Canal Football Club. Il y a 2-3 fois le commentateur de Prime qui a fait référence à la possibilité de voir Jean-Claire Todibo sélectionné en équipe de France. Voilà, Didier Deschamps a des connaissances du côté de notre région, de Monaco, tout ça. Donc j'espère qu'il était au stade pour voir le match, pour voir ce qu'a fait Jean-Claire Todibo ce soir. Parce que comme tu l'as dit, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'il y a 3 semaines. Voilà, c'est sa 3e saison chez nous et il est incroyable. Même quand il fait une erreur, difficile de lui en vouloir. Je pense au penalty qu'il a concédé face à Reims. Mais je crois que c'est la seule erreur qu'on a vue depuis très très longtemps. Donc non, il faut que ça arrive vite parce que sinon, ce serait de l'injustice pure et dure. C'est pas la première fois, mais là, pour le coup, ça serait criant de mauvaise foi. Ouais, ce serait pas juste nous et notre chauvinisme qui le dirait, très clairement, le train Todibo, disons que tout le monde est monté dedans, même les commentateurs télé, ce qui pourtant ne porte pas spécialement l'OGC Nice dans leur cœur habituellement. Bon, Jérémy, je vais pas te censurer sur ton passage, ton dossier habituel, super match de nos 2 défenseurs centraux, encore une fois, vraiment une complémentarité assez dingue. Ça laisse vraiment des miettes pour les joueurs derrière. Bon, Mathia Vitti, en plus de ça, était blessé. Youssouf dépanne un peu dans ce rôle hybride, surtout quand il y a une défense à 3, mais là, en fait, tu te rends compte que sauf coup du sort sur le marché des transferts ou coup du sort physique, en fait, cette défense-là, tu n'as aucune raison d'y toucher pour les semaines, voire pour les mois ou les années à venir. C'est ça, en plus, bon, Todibo a fait un excellent match comme d'habitude. Mais alors Dante ce soir, surtout en seconde mi-temps, il était sur tous les ballons, quoi. Il voulait vraiment que Ben Yedder ne marque pas, je pense. C'était vraiment son objectif parce que voilà, c'était la mission du soir, c'était faut pas que Ben Yedder marque. C'était impressionnant. Il y a eu une action en début de seconde mi-temps où il court, mais dans la surface, il va sur 3 joueurs consécutivement et à la fin, il se prend le jeune frère de Sofiane Diop, Ethan Diop, je crois, qui fait une passe et en fait Dante va sur lui et le pousse. Il arrive en retard, il le pousse, mais il était à fond dans son match en fait. Mais il a fait que ce soit à la relance ou dans les duels, il a vraiment fait
un match grandiose comme il le fait ces dernières semaines. Il y a juste eu un petit couac à un moment donné, et je pense que le jeune Diop, s'il avait eu plus d'expérience, aurait pu tomber dans la surface parce qu'il y avait un contact à un moment donné. J'étais bien content que soit pas tombé dans la surface, mais c'est la seule fois où voilà, il arrive un peu pas en retard, mais qu'il fonce un peu trop dans le joueur monégasque, qui aurait pu avoir un penalty. Mais sinon, il a fait un match incroyable. Hein. Franchement, le match était vraiment très très bon, et en plus voilà, comme tu l'as dit, il a fait une passe décisive aussi. Donc en plus il stat ces dernières semaines, donc il se paie le luxe lui aussi de stater. Donc non, voilà, hein, comme d'habitude, Todibo Dante, c'est une des charnières centrales les plus complémentaires que j'ai vues, et je pense la meilleure que j'ai vue à Nice depuis que je suis tout petit. Depuis Sivelli Pejinovic, quand même. Du respect sur leur nom. Les mots de la bouche. Ouais, tu m'as enlevé les mots de la bouche, j'allais dire à part Sivelli Pejinovic. Mais non, ouais, en tout cas, c'est deux très très grands défenseurs en tout cas. Et j'espère qu'au moins jusqu'à la fin de la saison, on va continuer à les voir tous les deux. Ouais, ce serait bien que Jean-Claire Todibo devienne international français, rejoigne les Bleus en étant encore à l'OGC Nice. Hein. Bon, c'est une qualification européenne, on a peut-être une petite chance de le garder un an de plus, mais je sens qu'on va quand même suer un peu des fesses au mercato d'été sur ce dossier-là. Après, pour Dante, il y a toujours une prolongation sur la table. En tout cas, on espère que les négociations vont rapidement prendre cours, parce que chaque saison, on se demande si c'est pas la saison de trop, et en fait, chaque saison, il se bonifie comme le bon vin. Enfin, c'est assez impressionnant, en tout cas. On a un peu parlé de Jordan Lotomba, mais il y a un quatrième membre un peu plus inattendu et inédit dans la défense de l'OGC Nice aujourd'hui face à Monaco. C'est Ayoub Amraoui, donc le jeune latéral gauche de 18 ans, habitué de la réserve de l'OGC Nice, qui n'avait même pas eu de minute en pro, et qui commence cash par une titularisation dans le derby à la faveur des blessures de Youssef Attal et de Melvin Barr. Donc un choix couillu, il n'y a pas d'autre mot, pour Didier Digard, qui a l'avantage de bien connaître les jeunes de la réserve pour en avoir été l'entraîneur il n'y a pas si longtemps encore. Et puis pour avoir cette fibre vraiment de vouloir faire monter des jeunes, on l'a encore vu avec Bardine Buonanni aussi par exemple. Un match... on l'a pas tant vu que ça, mais c'est peut-être une bonne nouvelle, parce que moi je me souviens d'un tacle très propre qu'il a pu faire sur son vis-à-vis monégasque dans le match, mais globalement, même si les monégasques ont quand même un peu plus insisté de son côté, on n'a jamais vraiment eu l'impression qu'il a été pris en défaut. On peut peut-être regretter, et c'est vraiment histoire de dire quelque chose sur lui, on n'a pas l'impression qu'il y a eu un apport offensif particulièrement important, ou en tout cas plus important que ses concurrents à gauche. Mais à la fois, ça a été extrêmement propre défensivement. J'ai pas l'impression que non plus ce soit un manque de volonté ou de talent, l'absence d'apport offensif. Je pense que la consigne pour lui, c'était déjà de très très bien faire ce qu'il sait faire, défendre, tenir son vis-à-vis et tenir sa ligne défensive. Il a très bien fait. Le reste, ça viendra sûrement à l'avenir si on a la chance de le revoir. Mais pour une première dans un derby, c'était quand même très impressionnant. On avait vu Antoine Mendy de l'autre côté de la défense il y a quelques semaines. Là, c'était peut-être un peu moins attendu, mais tout aussi flatteur. Bah voilà, t'as tout dit, je crois. Ouais, non, moi j'étais très surpris par sa titularisation. Je pensais qu'on allait voir Mendy à droite et Lotomba à gauche. Je pense que du coup, Didier Digard a voulu garder Lotomba à droite. Je vois que ça comme raison. Ou alors peut-être Antoine Mendy avait une petite douleur ou quelque chose comme ça. En première mi-temps, j'ai trouvé qu'il avait fait le travail. On sentait quand même que c'était son premier match et qu'il y a eu de temps en temps 2-3 petites hésitations, ce qui est quand même tout à fait normal pour un jeune joueur quand même de 18 ans comme ça qui est lancé comme ça dans le grand bain pour un Monaco-Nice. Et pas face à n'importe qui en plus quand même. Voilà, c'est un peu comme Antoine Mendy qui a été lancé contre Lens pour la première titularisation. Là, c'est contre Monaco. En gros, Didier Digard lui fait vas-y, t'y vas, tu fais ce que tu sais faire en gros. Mais non, c'est bien de savoir qu'on peut s'appuyer sur des jeunes comme ça. Voilà, je trouve qu'en première mi-temps, il a fait le travail, bien qu'il y ait quelques hésitations. Par contre, en seconde mi-temps, je l'ai trouvé très très bon. Défensivement, il a fait beaucoup d'interceptions, il était très costaud au duel, je l'ai trouvé, je pense qu'il s'est quand tu mènes 3-0 c'est un peu plus facile, mais il s'est vraiment mis dans le match, il a fait beaucoup de très bonnes choses, donc c'est bien en tout cas de se dire qu'on a aussi des jeunes, là on en a 3 quand même, Badreddine Buonanni, Antoine Mendy et Amraoui aussi. Thierry Belayan qui est pas très loin, qu'on voit moins pour l'instant, mais qui est dans le groupe. Ouais. Mais c'est bien de se dire que on a aussi des jeunes qui sont dans le groupe, et en plus là on a 2 latéraux, alors que justement on disait que c'était le poste où on avait besoin de recruter. En fait on a 2 jeunes qui sont là et qui commencent à avoir quelques minutes de jeu avec les pros, donc c'est que comment dire,
c'est que du positif, c'est une bonne nouvelle. D'avoir des jeunes comme ça qui peuvent venir dans ton équipe pro et qui ont la confiance de Didier Digard. Et en plus, pour l'instant, ils sont très bons. Donc, que ça continue comme ça. Surtout que, et Alric, je vais te passer la parole là-dessus, on s'en est beaucoup plaint, que les jeunes ne jouaient pas. On parlait un peu de creux générationnel. On sait que Lucien Favre et les jeunes, c'est pas qu'il n'est pas pour, mais en tout cas, il n'est pas là pour faire de la formation non plus. Il les lance très volontiers s'il estime qu'ils ont le niveau. Mais bon, voilà, Digard, on sait que lui, par contre, a cette fibre-là. On en voit de plus en plus. Ils ont de plus en plus de temps de jeu, y compris quand là, c'est vraiment très, très inattendu parce que, voilà, aucune minute d'apparition dans les semaines précédant cette titularisation, pas vraiment de connaissances, on l'avait pas trop vu, voire même pas vu du tout dans les matchs d'avant-saison et pendant la trêve de Coupe du Monde. Mais voilà, il fait le taf. Alors bon, encore une fois, gare à l'enflammade. On espère qu'il rendra des services jusqu'à la fin de la saison et qu'il s'installera dans la durée à l'OGC Nice, mais on ne tirera pas de conclusion sur ces premières 90 minutes. Mais est-ce que toi, voilà, Alric, toi, qu'est-ce que t'as pensé du match du petit Ayoub déjà? Et puis, globalement, qu'est-ce que ça t'inspire de se dire que on arrive comme ça même à sortir des jeunes pas forcément les plus attendus? Il y en a encore en réserve, notamment au milieu de terrain et en défense centrale qu'on a pu voir pendant les matchs amicaux, et de dire que la greffe prend immédiatement en plus de ça, et c'est vraiment ultra positif pour les lancer en pro. Je vais pas reprendre tout ce que vous avez dit parce que ce serait la paraphrase et c'est pas bien. Mais voilà, moi j'ai plutôt aimé son match dans l'ensemble. Et surtout, comme tu l'as dit, c'était couillu. Mais surtout, moi ça me fait penser à une chose, c'est que parce que Digard est un entraîneur jeune avec un discours différent de Lucien Favre, et même différent de beaucoup de coachs que l'on connaît dans le championnat de France, il met tous les joueurs devant leurs responsabilités et devant leur capacité à faire ce qu'ils demandent. Et un peu comme le disait Jérémy, en fait, si j'estime que s'il estime que un joueur est en capacité de jouer un match, il va lui dire bon, maintenant, go, tu réfléchis pas, tu tergiverses pas, tu te poses pas 150 000 questions, tu y vas. Et ça se voit parce que c'est appréciable parce qu'aujourd'hui, Amraoui, il a fait 90 minutes. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Un premier match pro, un derby, à l'extérieur, 90 minutes, c'est incroyable. Et surtout, dans un match où tu n'encaisses pas de but. Donc c'est vraiment top. Et je veux saluer ça plus que de revenir sur son match. Je veux saluer ça de la part de Digard et du staff. C'est que, voilà, si tu es bon, si j'estime que tu es bon, tu vas jouer. Et ça, c'est bien pour les jeunes, c'est bien pour tous les joueurs qui composent cet effectif. Et j'ai l'impression, avec des joueurs comme Mendy, avec Amraoui, avec Belayan, qu'on n'a pas encore vu avec Bonani, que là, pour le coup, ça, c'est un truc qu'on peut mettre au crédit du projet. On prépare l'avenir. Ouais, ce qui était important, t'as dit qu'on était à l'extérieur, par contre. C'est pas le cas, je crois. Mais... C'est pas ce qu'on a vu c'est pas ce qu'on a vu entendu à la télé. C'est un abus de langage. Mais blague à part, tu as raison de souligner quand même que, en fait, un des objectifs à la base de cette fin de saison, c'était aussi de préparer l'avenir. Alors, l'insolente réussite de Didier Digard fait qu'en plus de ça, on a peut-être un objectif européen à aller chercher, que ce soit un parcours en Conference League ou une nouvelle qualification la saison prochaine. On s'est relancé, on fera un petit point classement quand on aura terminé notre analyse du match. Mais en plus de ça, d'avoir le plaisir d'être à nouveau, d'avoir un nouvel enjeu classement, en tout cas compétitif dans cette saison-là, tu gagnes du temps sur la prochaine, et c'est vraiment ce qu'on attendait, je pense, de Didier Digard, c'est de se dire, quitte à ne plus rien avoir à jouer, ou en tout cas ne plus avoir d'enjeux et de déception si jamais on n'arrivait pas à finir européen cette saison, autant gagner du temps sur la prochaine saison, identifier les joueurs sur lesquels on peut compter, les jeunes sur lesquels on peut compter ou pas. Et là, coup double pour le coup. Et puis c'est agréable de voir des jeunes sortir de notre centre de formation. Ça fait longtemps qu'on a été sevrés, même si on sait que c'est aussi beaucoup de jeunes qu'on a récupérés en post-formation d'autres clubs, mais ça fait aussi partie du football, et en tout cas on espère qu'ils s'intégreront dans la durée dans le nouveau projet de l'OGC Nice, qu'il y a encore un nouveau projet, mais celui-là pour l'instant il nous plaît bien, en tout cas ça ressemble un peu moins au projet pourri sur 3 ans. Voilà. Exactement, tant qu'il dure, en tout cas il nous convient. Messieurs, je vous propose peut-être de terminer sur cette rencontre. On n'a pas évoqué tous les joueurs, je vous laisse la main peut-être pour me dire ce qui vous a plu, que ce soit un joueur, on peut parler
du peu que Kasper Schmeichel a eu à faire. Hein. Je t'ai pas lancé le sujet, Alric, parce qu'au final, Non, il a mais quand c'est même pas passé nécessaire. Enfin, une soirée très, très tranquille. Voilà, je sais pas si vous voulez encore parler de quelque chose, de la polyvalence tactique de Didier Digard, des joueurs qu'on n'a pas évoqués, du classement de la série, enfin de ce que vous voulez. C'est libre antenne, comme vous le savez, de toute façon, pour ceux qui viennent. Et en plus de ça, je pense qu'il n'y a que des sujets positifs à aborder, donc faisons-nous plaisir, messieurs. Youssouf, moi je dirais. Youssouf qui a été vraiment... Les 10 premières minutes, il a eu 2-3 hésitations. Mais par contre, j'ai trouvé encore, comme toute l'équipe, son match très très bon. Et qu'est-ce qu'il est costaud, c'est incroyable. À un moment donné, il a fait une percée en première mi-temps, où si le ballon lui rebondit pas trop fort, en fait, il peut être devant les buts monégasques qui est peut-être marqué. Mais il fait un match aussi excellent. Ce qui est bien chez ce joueur, c'est que j'ai l'impression qu'il sait tout faire. Il est costaud, il est très bon techniquement, il sait bien se positionner. Il se projette vers l'avant, donc en fait il fait tout. Donc il a, je crois ce soir, j'ai les stats sous les yeux, il a 100% de débris réussis, 80% de tacles réussis, 10 ballons récupérés, 75% de duels gagnés. C'est Bertigno qui a mis les statistiques. Et donc voilà, aussi un tir et une occasion créée. Donc en fait, il est partout. Et justement, ça couple avec l'autre sujet que je voulais aborder et dont tu as parlé, c'est le fait qu'on soit repassé à un 4-3-3 en seconde mi-temps pour s'adapter au changement tactique de Monaco aussi, où en fait ce joueur a en fait une clé parce que tu peux te payer le luxe avec lui de changer de schéma tactique et Sans être changer de toujours joueur. aussi bon. Voilà, sans changer de joueur, ce qui est pour un entraîneur, je pense que c'est la meilleure chose possible. Donc du coup, on est repassé en 4-3-3. Il a aussi été très bon en sentinelle. Donc non, en fait, ce joueur, c'est une sacrée pioche de la part de Florent Ghisolfi quand même. Il est allé chercher 2 très très bons joueurs sur ce mercato d'hiver, ça nous change. Mais non, c'était un très très bon match de sa part aussi. Alric. Ouais, alors le truc c'est que ça tombe un peu mal de parler de ça, mais il y avait quelque chose dont j'avais un peu envie de parler. Ça m'a un peu agacé en début de seconde mi-temps. C'est parfois, je trouve que il y a des transmissions encore, c'est un peu compliqué. Ça, c'est pas la majorité de la seconde mi-temps, mais je trouve que quand on est rentré en seconde mi-temps, il y a eu une petite période, les 10 minutes, on va dire, où c'est un peu jeu facile parce qu'on mène 3-0. Et il y a des transmissions, des passes où on n'a pas très bien géré certains contres. Et je faisais un peu dans ma tête le tour de ce qu'on pouvait aborder de positif. Et voilà, c'était un point sur lequel j'avais envie de revenir rapidement. C'est que voilà, on a su garder la rigueur sur l'ensemble du match. Et punaise, 2-3 fois, les passes vers l'avant, même parfois assez simples, il y a toujours un pied qui traîne, il y a toujours une passe un peu trop longue. Et voilà, je pense qu'il y a encore 2-3 trucs à corriger dans ce point-là, parce que en contre, en seconde mi-temps, ça peut faire 4, 5, 6-0 hein, sans problème s'il y a 2-3 passes qui arrivent un peu mieux. Jérémy nous disait en off, je te coupe, en fin de match, j'ai été déçu qu'on mette pas le 4e. Ouais, parce que... mais on a tous eu cette impression en vrai, notamment la magnifique frappe de Ross Barkley. C'est le seul truc qu'il a fait de bien dans son entrée dégueulasse d'ailleurs, mais bon, il y avait clairement la place de gagner 4 ou 5-0 aujourd'hui, alors pas le regretter, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais voilà, donc c'est sûr, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, on va encore dire que je râle, hein, mais voilà, c'est pour ça que tu es là. Voilà, c'est un peu pour ça que je suis là aussi. Mais voilà, c'était le petit point, pas négatif, mais voilà, à corriger pour le futur. Parce que forcément, il y a des équipes qui seront encore plus cliniques et pour lesquelles il faudra pas trop se louper, quoi. Quand on pense que cette équipe était quand même privée de Youssef Attal, privée de Nicolas Pepe qui va revenir bientôt, voilà, que de nouvelles alléchantes. Va falloir faire jouer tout ce petit monde ensemble. Mais bon, vu ce qu'on voit ces dernières semaines, on n'a pas de doute que notre sorcier blanc Didier Digard va réussir à nous faire encore une tambouille magique avec tous les éléments qu'il a à sa disposition. Voilà, l'OGC Nice, 7 tirs cadrés, c'est peut-être autant que sur la phase allée. Non, j'exagère quand même, mais voilà, assez impressionnant. Je trouve quand même toutes ces opportunités, preuve qu'effectivement le score aurait pu être encore bien plus lourd. Mais bon, quand tu mènes 3-0, forcément, tu vois ces occasions manquer d'un autre œil qu'en début de saison. On a l'impression que si on marquait pas sur notre unique occasion du match, on était mort de toute façon. Déjà, on touche plus les poteaux, c'est bien. Déjà, on touche plus les poteaux, c'est vrai, je dirais presque que ça me manquerait, mais non, faut pas déconner, parce qu'après on va me traiter de chat noir, comme d'habitude. Je vous propose de faire un petit point classement et calendrier, messieurs, sur ce mois de mars qui nous attend. Alors au final,
un mois de février presque parfait. Hein. On avait compté les fameux 9 points de la semaine face à Lille, Lens et Marseille. Et en fait, à part ce match nul face à Reims, qui est sur une série d'invincibilité tout aussi impressionnante que la nôtre, hein, d'ailleurs, parce qu'ils ont encore gagné ce week-end, ça a été que des victoires pour l'OGC Nice depuis la prise de fonction de Didier Dillard. Donc on reste sur cette série-là avec des gros morceaux. Hein, je les ai cités, Lille, Lens, Marseille, hein, ça fait quand même partie, et Monaco, c'est quand même toutes les équipes du top 6 à part Paris et Rennes, quoi. Donc c'est pas n'importe quoi. Surtout qu'aujourd'hui c'est un calendrier plus soft en tout cas en apparence, en termes d'équipe et de classement, qui s'annonce pour l'OGC Nice, bien placé à la 7e place, à 3 points de Lille, qui serait susceptible, selon la victoire en Coupe de France, selon l'identité du vainqueur de la Coupe de France, d'être le premier européen, à 5 points de Rennes qui est 5e. C'est Auxerre le prochain match, le vendredi 3 mars, qui s'annonce à l'Alliance Riviera. Et puis après, on enchaîne un déplacement à Nantes, la réception de Lorient qui est en chute libre, un déplacement à Angers début avril, et après il y a Paris puis Brest. Rien à voir avec la pâtisserie, mais maintenant j'ai faim. Bref, c'est des matchs, vu les points qu'on a pris face à des gros morceaux, là tu te dis que tu peux faire vraiment un carnage et te présenter à la maison face à Paris dans la peau d'un Européen potentiel, ou en tout cas d'avoir réintégré les places qualificatives pour des Coupes d'Europe l'année prochaine. Est-ce qu'on doit avoir cette ambition ? Didier Dillard disait que bien sûr des matchs on en perdra, mais vu ce que tu as montré en collant 3 buts à Monaco, 3 buts à Marseille, en allant gagner à Lens, tu peux pas te permettre de laisser des points face à Auxerre, face à Lorient, qui sont des équipes qui sont quand même pas dans les mêmes dynamiques, ou en tout cas pas au même classement que toi, pas avec la même ambition pour la fin de saison. Ah bah à l'heure actuelle, c'est interdit. C'est des équipes qu'on a trop eu tendance à relancer, donc aujourd'hui c'est interdit. Il faut essayer de prendre des points contre toutes les équipes qui restent, Paris compris d'ailleurs. Ouais, de toute façon, il va pas falloir tout gâcher, j'ai envie de dire. On est encore justement à distance pour la 5e place de Rennes pour l'instant. On est à 5 points de Rennes et 3 points de Lille. Donc il faut continuer comme ça. Là, sur le papier, on a un calendrier un peu plus abordable. Je dis bien sur le papier parce que ça va être quand même compliqué. Je pense il a l'ADN du club de relancer les cadavres. Voilà. Mais je pense que là, Auxerre, ça fait 2 matchs. Ils ont battu Lyon et Lorient quand même. Et ils sont redevenus très costauds défensivement. Donc on va voir. Si on joue le match sérieusement, qu'on est très bon, je pense que ça va le faire. Hein. Mais voilà, faisons attention. J'ai confiance. J'ai confiance avec Digard, avec les joueurs justement qui savent que ce genre de match-là c'est piégeux. Et après justement on va avoir aussi cette conférence League avec des matchs tous les 3 jours, notamment quand on va faire je crois le match contre Tiraspol et après on va à Nantes il me semble. Donc voilà, ça c'est le genre d'enchaînement qui peut être compliqué, qu'il va falloir bien gérer, il va falloir être bien concentré. Donc voilà, comme aussi l'ont très bien dit sur Amazon, alors oui on est en train de revenir mais on n'a pas non plus le droit à l'erreur non plus, parce que Rennes et Lille et encore devant, ça perd quand même pas beaucoup, hein, donc il va falloir que nous aussi on continue à suivre le rythme. Donc en tout cas moi oui j'ai cette ambition d'aller chercher une place qualificative pour la Coupe d'Europe, et c'est pour ça que notamment j'étais assez déçu du match nul contre Reims parce qu'on perdait des points sur la 5e et 6e place. Maintenant qu'on est aussi proche de ces places-là, autant en profiter et y aller. Hein. C'est toujours ça à prendre. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. De toute façon, après voilà, pour moi la saison est déjà en partie réussie. Hein. On est quand même allé gagner à Monaco, on est allé gagner à Marseille. C'est déjà de très bonnes choses. Il y a quelques mois, je pense que si on m'avait dit ça, j'aurais pas du tout cru au vu de l'état du club et de l'équipe. Voilà, aller gagner 3-0 à Monaco, 3-1 à Marseille, j'y aurais pas cru. Donc ça, franchement, chapeau à tout le monde, des dirigeants, aux joueurs, au staff pour ça. Donc non, voilà, il va falloir faire attention au prochain match. Restons concentrés, et ça fait très phrase de conférence de presse, mais prenons match après match. Tu l'as bien dit en plus, hein, il y a cette conférence qui va s'intercaler dans le calendrier, hein, le match aller entre Auxerre et Nantes, et le match retour tout de suite après entre Nantes et Lorient, à voir comment l'OGC enchaîne, en tout cas réussit à gérer cet enchaînement de matchs, d'autant plus que du coup coefficient UEFA de la France pourri oblige, tous nos concurrents eux sont sortis de la Coupe d'Europe cette semaine. Il y a peut-être que Paris qui a une chance de rester européen un peu plus longtemps, mais c'est possible qu'on se déplace en Moldavie ou ailleurs, et on y reviendra dans quelques instants, dans la peau du dernier club de Ligue 1 qualifié en Coupe d'Europe, ce qui serait quand même un petit miracle. Bon,
davantage inquiétant pour la Ligue 1 qu'un miracle pour Nice, mais bon, malgré tout, on ne manquera pas de le souligner en fonction de l'évolution, notamment de la rencontre Bayern-PSG. Mais on n'est pas là pour parler de Bayern-PSG, on est là pour parler de l'OGC Nice et notamment de ce tirage au sort de Conference League, Jérémy. Le Sheriff Tiraspol, du coup, alors on va pas faire de géopolitique pour les nuls, hein, mais bon, on sait déjà pas trop si le match va se dérouler, où il va se dérouler. Alors sûrement pas à Tiraspol, ça sera probablement à Chisinau si se déroule en Moldavie, là où le Sheriff Tiraspol a reçu le Partizan Belgrade, du coup, qui était le deuxième de notre groupe, qui a été éliminé par le club moldave au tour précédent. Je pense que voilà, on vous laisse vous renseigner sur la situation en Moldavie, en Transnistrie, tout ça. C'est possible que le match soit délocalisé en fonction de l'évolution de la géopolitique mondiale. Mais nous, pour rester sur le football et ce qu'on maîtrise un peu mieux, le Sheriff Tiraspol, Aaron Ramsey estime que c'est un bon tirage, même s'il faut le prendre au sérieux. C'est vrai qu'on évite peut-être les ogres italiens qui nous faisaient un peu peur sur le papier, mais il faut pas négliger cette équipe qui en Ligue des Champions a quand même tapé, bon, au terme d'un match assez dégueulasse, mais il fallait le faire quand même, qui a tapé le Real Madrid, qui est un habitué, en tout cas plus que l'OGC Nice, de la scène européenne ces dernières saisons. Va falloir faire attention, mais normalement sur le papier, l'OGC Nice doit pouvoir vaincre le Sheriff Tiraspol à l'aller et au retour, en tout cas bien gérer cette double confrontation et s'offrir un premier quart de finale européen en 63 ans. Ouais, voilà. Bon, moi déjà, à partir du moment où on avait évité la Lazio, le tirage était réussi. Après, voilà, on n'a pas pris la moins bonne équipe non plus, hein, possible, je pense. Bon, sur le papier, on a tout ce qu'il faut pour passer. On a le match retour à domicile en plus, qui est quand même toujours un avantage dans ces doubles confrontations. Donc non, voilà, on a tout ce qu'il faut pour passer. En plus, j'ai vu passer sur Twitter, j'ai regardé par rapport au match contre Madrid, justement, c'est plus du tout la même équipe, hein. Le 11 de départ est totalement différent. Donc c'est une équipe qui a énormément changé, qui est leader de son championnat, mais qui a quand même beaucoup changé. Faisons attention quand même aux déplacements là-bas. Je pense que ça va être compliqué, surtout que c'est quand même, comme tu l'as rappelé, un club qui a l'habitude quand même des compétitions européennes. Donc voilà, je pense que c'est le genre de déplacement, le genre de club à affronter. Ça va être une très bonne expérience pour l'équipe et pour le club. Prenons ce match au sérieux. Je pense que si on le prend au sérieux, on va mettre le maximum de chances de notre côté. Normalement, voilà, il y a pas de raison qu'on passe pas. Il faut passer ce tour-là pour s'offrir un beau quart de finale. Donc voilà, en plus, dans le même temps, il y a Lazio AZ Alkmaar. Ça fait quand même plaisir ce genre de tirage où tu as au moins sur un des deux gros, on va dire, la compétition qui va sortir. Donc voilà, prenons surtout le match aller déjà en considération. On va voir où est-ce que ça va se passer. Restons sérieux en espérant qu'on ait tous les joueurs disponibles. Prenons ce match au sérieux pour vraiment aller le plus loin possible dans cette compétition qui peut nous offrir une belle aventure. Ouais, espérons. En tout cas, le tirage est ouvert. Malheureusement, pas de déplacement probablement. Bon, peut-être que certains iront et ils sont bien courageux pour pas utiliser un autre mot. Mais bon, voilà, hein, on espère qu'en tout cas, sportivement, ça se déroulera et ça se déroulera bien. Hein, c'est imminent, ça arrive très très vite. Le 9 mars, en tout cas, il y aura, voilà, on l'espère, une belle fête à l'Alliance Riviera le 16 mars et on espère une qualification pour un quart de finale quand même de Coupe d'Europe. Après, on verra bien ce qu'on en fait, le tirage au sort, la suite, mais c'est aussi, en plus du championnat, je pense, une raison voilà, d'attendre les prochaines semaines et de s'enthousiasmer. Il y a encore un enjeu à la saison, de toute façon. Il est double sur la scène nationale et sur la scène européenne et je pense que c'était peut-être pas gagné il y a encore quelques semaines. Messieurs, je vous propose d'en rester là. Nous, on revient de toute façon très bientôt, hein, je pense assez vite dans le week-end, vu que le prochain match est vendredi, si je dis pas de bêtises. Ça sera probablement samedi dans la journée, du coup, pour notre émission. Je vous remercie de m'avoir tenu compagnie pendant cette petite heure d'émission. Vous nous retrouvez comme d'habitude sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Sports Content, nous laisser des commentaires, échanger avec nous sur Twitter. Je suis revenu de vacances, je vais être un peu plus disponible aussi. On va essayer de faire tourner un peu plus le micro également, histoire d'entendre un peu des nouvelles voix de temps en temps. Et puis voilà, je n'ai pas la possibilité de faire passer tout le monde, mais bon, n'hésitez pas à nous envoyer un message si c'est pas pour une émission classique, pour un débrief classique, ce sera pour une libre antenne, ce sera pour un space. On trouvera bien un moyen de partager notre passion commune autour de l'OGC Nice. En tout cas, c'est toujours un plaisir, vraiment, c'est sincère. Et puis, c'est également vous, par votre fidélité, par votre participation, qui faites vivre cette émission. Merci beaucoup, Jérémy, merci beaucoup, Alric. Et puis, après une victoire 3-0 dans le derby, encore plus que d'habitude, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.